Voilà, on peut commencer. Salam alaikum. Très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour cette 5e séance de comptabilité pour tous. Toujours sur Qara Dar, une belle initiative citoyenne, mais d'apprentissage continu dans différentes disciplines. Et là, je salue tous les collègues, les professionnels, les professeurs qui se sont engagés dans cette belle initiative volontaire. Là, c'est une initiative salutaire et je remercie toutes les personnes derrière cette initiative. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre programme sur la suite du bilan. Je rappelle que durant les 4 dernières séances, il y avait déjà une introduction sur le bilan. Il y avait déjà plutôt une introduction sur les fondamentaux de la comptabilité générale et notamment l'intérêt de la comptabilité générale à travers les différentes, finalement, juste un tout petit moment, j'ajuste les choses. Voilà, très bien. Donc, il y avait dans une première séance, on va dire, un rappel de l'intérêt de la comptabilité générale comme un moyen de preuve, de traçabilité des informations financières, des opérations réalisées par une entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Dans la deuxième séance, nous avons parlé des types d'opérations réalisées par l'entreprise et bien sûr, on va voir leur impact dans les prochains chapitres. Alors, nous avons dit que 3 types d'opérations apparaissent. Des opérations d'abord d'investissement, il faut toujours un point de départ, c'est l'investissement. Et cet investissement, lui, est caractérisé par l'acquisition d'un bien que nous avons appelé immobilisation, selon le jargon comptable. Deuxième catégorie d'opérations, ce sont des opérations d'exploitation. Et les opérations d'exploitation par opposé aux opérations d'investissement ou d'immobilisation, elles sont des opérations récurrentes. C'est des opérations qui sont, d'accord, chaque jour, pratiquement chaque semaine, chaque mois, et qui vont justement réaliser l'objet d'activité de l'entreprise. Alors que la troisième catégorie d'opérations, les opérations de financement, ce sont des opérations qui vont permettre à une entreprise de financer soit le cycle d'investissement qui est un cycle long parce que les immobilisations, ce sont des biens durables, soit le cycle court d'exploitation qui est le récurrent. De toutes les façons, des opérations de financement, ce sont des opérations qui vont permettre à l'entreprise, voilà, j'espère que tout est bon pour le live. Très bien, voilà. Donc, des opérations d'exploitation qui vont permettre, plutôt les opérations de financement qui vont permettre de financer le cycle d'exploitation et ainsi de suite. Alors, par la suite, nous avons parlé de la notion de bilan comme étant le premier document comptable, parce que le système comptable d'une entreprise est basé sur un certain nombre d'opérations comptables qui vont permettre à la fin d'une année qu'on appelle exercice comptable d'obtenir des documents comptables appelés états de synthèse. Alors, vous remarquez que j'essaie toujours de banaliser les concepts parce que c'est un cours destiné aux personnes qui désirent s'initier. Donc, on y va doucement, c'est une pédagogie progressive qui permet de comprendre les notions de base, puis on avancera dans un niveau de difficulté jusqu'à atteindre des opérations, on va dire, globales. Donc, des opérations relatives à, on avait dit, qui vont permettre de générer des états de synthèse. Ces états de synthèse sont composés principalement de bilan et du CPC. Nous avons attaqué la dernière séance la notion de bilan. Alors, nous avons dit que le bilan représente l'image fidèle du patrimoine d'une entreprise à un moment donné. Et que ce bilan, il doit être daté parce que c'est une image fidèle. Ça veut dire que je peux établir un bilan tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres et bien sûr toutes les années. Mais on verra par la suite que ce bilan, il a quand même un sens et une valeur, surtout sur le plan légal, et notamment vis-à-vis du fisc, là, parce qu'il faut déclarer ce que vous possédez comme patrimoine et ce que vous avez généré comme résultat. Alors, le bilan, c'est une image fidèle du patrimoine de l'entreprise qui est composée de l'ensemble des ressources nécessaires pour financer, bien sûr, votre patrimoine. Et ces ressources-là, nous avons appelé passifs, et de l'ensemble des emplois qui vont permettre à l'entreprise de faire tourner la machine productive, d'accord? C'est l'ensemble des éléments actifs. Donc, le bilan,
c'est un tableau composé de deux colonnes. Une colonne permettant de décrire l'ensemble des ressources indispensables, c'est le passif, et une colonne permettant de décrire l'ensemble des emplois réalisés et financés grâce à ces ressources, c'est l'actif. Et nous avons bien sûr démontré la structure de l'actif et du passif, les trois niveaux de l'actif et du passif. Justement, nous allons assurer la continuité aujourd'hui dans cette 5e séance en vous montrant l'objet justement de la variation de ces composantes-là et quel est l'impact de la variation de ces composantes patrimoniales, variation d'actifs et variation du passif sur la situation nette comptable de l'entreprise. Donc, nous avons dit que le bilan, c'est cette image fidèle. Regardez, vous observez bien un actif composé des immobilisations, c'est l'ensemble des emplois durables, c'est-à-dire l'ensemble des éléments dont la durée d'exploitation et d'utilisation est supérieure ou égale à 1 an. Par opposé au passif, eh bien, les premiers éléments, la première masse du passif, c'est les financements permanents, c'est-à-dire ce sont des financements durables. Autrement, ce sont des financements dont la durée de remboursement est supérieure ou égale à 1 an. Regardez ici, le passif permanent est composé des capitaux propres, principalement le capital social ramené par les associés, d'accord, les fondateurs de l'entreprise, mais on associe aussi à ce capital social je reviens là au bilan, excusez-moi, je reviens là au bilan, très bien, on associe aussi les financements de dette et long et moyen terme décrochés auprès des établissements de crédit. Voilà. Donc, regardez par opposé à l'actif immobilisé, vous avez des immobilisations corporelles, c'est normal, il faut les financer par des dettes à long terme. Des immobilisations incorporelles, nous avons bien défini ça la dernière fois comme le fonds commercial, d'accord. Vous avez aussi des immobilisations financières comme les titres de participation. Et vous avez, bien sûr, parce que détenus pour une longue période, et vous avez par la suite les immobilisations non-valeur. On avait dit que ce sont des dépenses fictives qui permettent à une entreprise, de démarrer, de financer le démarrage. Et donc, comme on n'est pas sûr de la réussite d'un projet, c'est pour cela qu'on les appelle immobilisations non valeur. Et comme elles vont être récupérées sur une longue période de 3, 4, 5 ans, c'est pour cela qu'elles font partie des emplois durables. Alors, le milieu du bilan, je rappelle, on est dans une durée inférieure à 1 an. On est dans des emplois cycliques qu'on appelle actifs circulants. Et on est dans des ressources cycliques qu'on appelle passifs circulants. Regardez un petit peu tous les emplois cycliques, c'est-à-dire tous les biens appartenant à l'entreprise et qui peuvent être mobilisés à court terme. Quand je dis mobilisés, c'est-à-dire les stocks de marchandises peuvent être vendus, c'est normal. Un supermarché qui achète et revend les stocks, son objectif principal, c'est de vendre rapidement. Je dois acheter des marchandises, des produits alimentaires pour aller les revendre dans les quelques heures. Des créances clients, c'est justement l'objet des ventes de ces marchandises. Une fois vous vendez, vous allez devoir vendre en partie à crédit. Alors, les ventes à crédit, on les appelle des créances clients. Eh bien, ces créances clients, c'est de l'argent appartenant à l'entreprise. C'est vrai, il fait partie du patrimoine de l'entreprise, mais il n'est pas encore mobilisé. Il est encore dans la poche des clients. Il est toujours chez le client. Mais on peut trouver aussi d'autres catégories de biens cycliques. Alors, du côté passif, vous allez retrouver les dettes fournisseurs. Alors, chez qui vous allez vous acheter, bien sûr, les marchandises et les matières, les produits, vous allez vous adresser à vos fournisseurs. Eh bien, ces fournisseurs, on avait dit, quand ils vous accordent, on va dire, un délai de paiement, c'est ce qu'on appelle des crédits commerciaux. Quand on vous accorde un délai de paiement, c'est un crédit commercial, regardez, par rapport au crédit accordé par les banques, souvent le mot crédit, les gens confondent les deux. Alors, la banque vous donne un crédit financier et le fournisseur vous donne un crédit commercial. C'est pour cela qu'on parle de crédit commercial. Donc, les fournisseurs vous accordent un crédit commercial. Ce crédit commercial, il va vous aider justement à disposer, on va dire, d'une soupape de trésorerie et donc d'un moyen de financement parce que vous gardez cette somme d'argent que vous devrez payer. Et quand vous gardez cette somme pendant une période d'un mois, 2 semaines, 3 mois, eh bien, vous allez pouvoir disposer quand même d'un petit matelas de trésorerie qui va vous aider à financer les dépenses urgentes en attendant les délais de paiement deadline fixés par les fournisseurs. Autre créance, c'est-à-dire autre dette
à payer à court terme. Ça peut être les salaires, ça peut être les loyers, ça peut être la CNSS, ça peut être le fisc, la direction des impôts, les autres honoraires des intermédiaires, la facture de l'électricité. Vous savez, ce sont des prestataires de services, souvent des prestataires de services, qui ont accepté de décaler le paiement de leurs dettes pendant une période donnée. Mais on verra par la suite dans le jeu d'écriture comptable que pour bien sûr respecter un certain nombre de principes de prudence, de méfiance, on va devoir faire très attention et accélérer justement l'apparition de ces dettes dans le passif circulant. Vous allez voir que c'est un jeu d'écriture comptable, mais aussi de respect d'un bon management qui est quand même prévu par l'un des principes comptables. On verra, c'est un principe qu'on appellera par la suite prudence. Et on bat dans la trésorerie, on est vraiment dans le cash. On est dans des éléments très, très, très court terme. Regardez, dans l'actif, on est dans des emplois cash, mais immédiatement disponibles, par opposé aux immobilisations qui certainement durera, parce qu'il faut beaucoup de temps pour vendre un terrain. Un stock, il faut quand même quelques heures minimales. Les créances clients, il faut quelques mois pour récupérer. Alors que la banque et les disponibilités de monnaie fiduciaire, c'est-à-dire de billets de banque dans la caisse, la banque, il suffit de taper à la porte de votre agence bancaire, de renseigner un chèque, de remplir un chèque et d'avoir le cash immédiat. La caisse, c'est le coffre-fort. Il suffit de composer le code de votre coffre-fort et ouvrir la porte du coffre et puis disposer du cash immédiatement. Alors, du côté passif, souvent, il y a certaines personnes qui disent oui, mais le cash disponible entre les mains de l'entreprise et la trésorerie active, on comprend. Mais qu'en est-il de la trésorerie passive? Est-ce que c'est du cash appartenant à l'entreprise? Je vous dis non, ce n'est pas du cash. On avait dit que le passif, c'est les dettes de qui? De la personne morale. Envers qui? Envers tous les partenaires et les parties prenantes qui ont accepté de soutenir l'entreprise. Et d'ailleurs, les premiers partenaires, c'est les actionnaires, les fondateurs, qui, eux, ont accepté de créer une entreprise. Et donc, il est tout à fait normal, comme vous acceptez de créer une entreprise, il est tout à fait normal que vous accompagniez cette entreprise dans bien sûr, avec des ressources financières, avec un apport en capital, avec un apport en moyens, bien sûr, en nature, parfois même des actionnaires qui ramènent des immobilisations en nature. Et donc, il est normal que, bonjour tout le monde et certaines personnes, merci, je reçois des dizaines de messages, ça fait chaud au cœur, c'est un plaisir de partager avec vous ce petit savoir-faire qu'on a. Voilà, c'est un grand plaisir. Bonjour tout le monde. Donc, les ressources, on avait dit du passif, c'est en fait les dettes de la personne morale. Parce que cette personne morale que vous avez créée, il faut la soutenir. Et les premiers partenaires qui vont soutenir cette personne morale, c'est les actionnaires, c'est les fondateurs de l'entreprise. Et bien sûr, ces fondateurs, quand ils accompagnent l'entreprise en accordant un capital, ben, ils vont dire que nous avons une dette, on a une créance envers la personne morale et la personne morale a une dette envers les associés. Donc, la première dette de la personne morale, c'est le capital. Puis, ce capital n'étant pas suffisant, on va devoir le compléter par d'autres ressources. Et bien, la deuxième ressource qui va venir, c'est les dettes à long et moyen terme. Et la banque, elle, quand elle va prêter non pas aux associés, mais elle va prêter à la personne morale, à l'entreprise. Et donc, la deuxième dette qui va être affichée dans le bilan, c'est la dette à long et moyen terme, la dette bancaire. Vous voyez, d'une part, on vous a dit que c'est une ressource, mais en réalité, le revers de la médaille, ce qui fâche, c'est que ce sont des dettes envers la personne morale. Par la suite, d'autres dettes vont apparaître selon, bien sûr, la position de l'entreprise dans son marché. Vous avez les dettes fournisseurs qui expriment le degré de confiance que font vos fournisseurs envers vous. Les fournisseurs prêtent non pas aux associés, mais prêtent à la personne morale. Voilà une autre catégorie de dettes de la personne morale. Vous avez aussi les autres dettes, les salaires, les loyers, les dettes fiscales, etc. Et ces dettes-là, c'est aussi, on va dire, des ressources de l'entreprise, mais en réalité, c'est les dettes de l'entreprise vis-à-vis de ses partenaires. Et finalement, on retrouve la trésorerie passive, c'est quand la banque vous fait confiance et accepte de vous donner des crédits à court terme. Donc là, la trésorerie passive, c'est quoi? Vous devrez comprendre que c'est des crédits bancaires à court terme par opposé aux dettes à long et moyen terme qui sont des crédits bancaires à long et
moyen terme. Alors, ce bilan reflète l'instant, mais moi, je ne peux pas garder l'instant figé. L'entreprise doit vivre. L'entreprise est un acteur vivant, n'est-ce pas? Chaque jour, de 8h30 du matin jusqu'à la fin de la journée, ça dépend finalement des modes d'activité, à 16h ou à 15h, à 18h ou à 19h, on voit un flux d'activité, on voit des achats, on voit des ventes, on voit des stocks, on voit quand même une vie, c'est un être vivant. On voit des salariés, on voit une activité industrielle, commerciale, on voit une activité administrative, on voit de la réparation du matériel, on voit du matériel de transport. Et bien, cette vie quotidienne, ben, il faut savoir l'enregistrer, n'est-ce pas? Malheureusement, le bilan est très difficile. Pour le moment, hein, jusqu'à cette étape pédagogique, il est très difficile à chaque fois de revenir au bilan et de changer à chaque fois, d'effacer. C'est comme si, pour les personnes qui se livrent à un apprentissage en classe, vous prenez votre tableau, votre feuille, puis vous revenez, vous effacez. L'exercice techniquement parlant étant difficile, regardez ce qui va se passer. Imaginons que on vient d'être initié à la comptabilité. Je vais vous donner un bilan de départ, par exemple au début de l'année. C'est comme si vous prenez votre photo, vous figez l'instant, vous dites, tiens, le bilan de cette entreprise, voilà ce qu'il vaut. Actif, voilà les valeurs. Dans le passif, voilà les différentes valeurs de ressources. Et après, on revient à la fin de l'année, mais vous pouvez tout à fait revenir, par exemple, à la fin du mois ou à la fin de la journée ou le lendemain, quand vous voulez. Séparez la période. Donc, à la fin d'une deuxième période, prenez encore une fois votre appareil photo et vous prenez une image de l'existant. Vous verrez qu'il y aura une modification du bilan. Le bilan va changer. Et donc, la séance d'aujourd'hui, on va voir qu'un certain nombre d'opérations, bien sûr, vont modifier les composantes du bilan, l'actif et le passif. On peut s'amuser à établir après chaque opération un bilan, mais vous verrez que ce sera extrêmement quasi impossible. Heureusement que les systèmes d'information aujourd'hui, mais mon Dieu, que la technologie, elle nous a été d'un grand point d'accompagnement en société, c'est extraordinaire. Vous imaginez, les systèmes d'information, les logiciels de comptabilité, non seulement vous permettent de faire un arrêté comptable mensuel ou trimestriel, et bien sûr obligatoirement annuel, mais vous avez la possibilité maintenant de faire un arrêté chaque jour. Et vous pouvez même faire un arrêté après chaque opération. Le développement technologique a été franchement au grand service des directeurs financiers des sociétés. Alors, on va voir que ces opérations qui vont changer la composition finalement ou les montants à l'intérieur du bilan, vous allez voir qu'elles vont entraîner soit une appréciation de la richesse par rapport aux dettes, puisque nous avons dit que le bilan de départ est toujours équilibré, mais avec des opérations, on verra à un moment donné qu'il y aura un décalage entre l'actif et le passif. Soit que l'actif sera supérieur au passif, dans ce cas, nous allons dire que la richesse possédée par l'entreprise, elle est plus élevée que l'ensemble des dettes. Et nous avons dit que le passif, c'est les dettes. Ne l'oublie jamais. Hein. Alors, soit que l'actif, malheureusement, est inférieur au passif, donc ce que vous possédez comme richesse est inférieur, d'accord, à ce que vous avez comme dette à payer, dans ce cas, on va faire apparaître une perte. Dans ce cas, dans ce chapitre, nous allons vous montrer comment faire apparaître le bénéfice, c'est le résultat bénéficiaire, et comment faire apparaître la perte, c'est-à-dire un décalage malheureusement déficitaire entre les éléments emploi et les éléments ressources. Les bénéfices d'une entreprise, bien sûr, vont augmenter le patrimoine, mais en réalité, ce patrimoine appartient à qui? C'est aux actionnaires. C'est pour cela que vous verrez qu'un résultat bénéficiaire va augmenter la situation et améliorer la situation des actionnaires dans le bilan. Et dans ce cas, on verra que les bénéfices ou les résultats bénéficiaires vont augmenter les capitaux propres. Alors que les résultats pertes, malheureusement, ils vont appauvrir l'entreprise et aussi, en conséquence, appauvrir la situation des actionnaires. Et dans ce cas, ils vont diminuer le montant des capitaux propres. Nous allons démontrer dans ce chapitre comment faire apparaître la notion de résultat. Nous allons dans un premier point commencer par
la détermination du bénéfice global d'un exercice. Alors, nous allons vous montrer comment procéder à une comparaison entre des valeurs d'un bilan point A vers un bilan point B, et nous allons mettre en évidence la notion de résultat bénéficiaire. Puis, en deuxième section, on passera à ce fameux résultat qui fâche, c'est malheureusement un résultat déficitaire. Nous allons aussi vous montrer comment calculer le résultat en faisant des comparaisons entre des capitaux propres d'une situation A vers une situation B. Et nous allons aussi passer à la mise en évidence de la perte dans le bilan. Alors, à partir de ce chapitre, je vous prie, s'il vous plaît, pour ceux qui veulent faire des exercices, donc d'avoir quand même des petites feuilles pour faire quelques exercices d'application, mais aussi d'avoir sa calculette parce qu'on va vous donner quelques petits moments, 1-2 minutes, pour procéder à des calculs afin de vérifier avec moi les résultats que j'ai ici et donc les données financières que je vais afficher. Donc, ce sera aussi une belle occasion pour poser vos questions, il n'y a pas de souci. Je lis les commentaires. Voilà. Je lis tous les commentaires des amis, des étudiants. Très bien. Bonjour Badr, on n'a pas échangé ce matin. Voilà. Essayez de, si vous avez des précisions, des questions à poser, n'hésitez surtout pas. Justement, c'est ça l'objet de ces lives sur Clay of Dal, c'est de partager le savoir avec vous et aussi de répondre à vos questions, à vos interrogations. Bien sûr, ça sera avec un grand plaisir. Marhaba. On commence par la détermination du bénéfice global d'un exercice. Le bénéfice est une ressource créée par l'activité de l'entreprise. C'est l'objet de l'activité. Oui, vous existez pour générer un bénéfice. Vous créez un projet pour générer un bénéfice. Et bien entendu, ce bénéfice, lui, appartient à qui? Aux actionnaires. Donc, il est tout à fait légitime de voir que ce bénéfice sera classé parmi les capitaux propres. Voilà un premier exercice. Alors, nous allons comparer des valeurs des capitaux propres de par exemple, deux dates différentes, soit un premier bilan au 1er janvier de l'année N, et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous ai demandé de prendre une feuille et de noter avec moi, d'accord, quelques données financières. Donc, soit un bilan, une photo fidèle du patrimoine d'une entreprise au début de l'année, le 1er janvier de l'année N. Vous le voyez, c'est un bilan d'un total de 1 034 000. Regardez le total actif. Alors, souvent dans les commentaires, on dit le total bilan, il est de tel. Ben, en réalité, c'est qu'on fait référence toujours à l'actif. Je vais vous expliquer pourquoi le total bilan, c'est toujours le total actif, sachant qu'il y a toujours l'équilibre entre l'actif et le passif. Regardez, c'est le même montant. Total actif est exactement égal au total passif. Regardez bien la condition de la date. J'ai bien figé la date. Parce que je vous ai dit qu'un bilan qui ne porte pas de date, c'est un bilan qui n'a aucune valeur. D'accord? Et il y a bien une séparation entre les ressources et les emplois. Le passif est composé de financement permanent, précisément des capitaux propres de 960 000, d'un passif circulant, une dette fournisseur d'un montant de 74 000. Alors, de l'autre côté d'actifs, il n'y a pas de trésorerie passive. En fait, c'est juste un exercice pédagogique, mais j'aurais pu vous mettre une trésorerie passive. Alors, de l'autre côté, vous avez un actif immobilisé, c'est-à-dire un actif durable composé d'un matériel de 96 000, d'un mobilier de 52 400 et d'un fonds commercial de 200 000. L'actif circulant ou cyclique est composé de 465 600 dirhams de valeur de marchandises et de créances clients d'un montant de 72 400. La trésorerie active, elle, regardez, la banque est alimentée, c'est les comptes bancaires, hein, l'ensemble des comptes bancaires, c'est pour cela que vous avez banque avec S. Alors, l'ensemble des comptes bancaires présente un mouvement positif, c'est-à-dire un solde créditeur de 90 800. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vais annoncer quelques termes qui vont vous aider à apprendre et vous allez, on va dire, développer un bagage. Quand je dis des soldes créditeurs, s'il vous plaît, les soldes créditeurs chez la banque, c'est-à-dire que là, quand vous prenez votre relevé bancaire, que ce soit une personne physique, soit une personne morale,
Donc, si vous possédez de l'argent que vous avez chez la banque, on va dire que vous avez un solde créditeur. C'est pour cela que je dis les soldes créditeurs de notre banque sont de 90 800. Par contre, si vous êtes fauché et que vous n'avez rien, vous n'avez absolument rien. Au contraire, c'est la banque qui vous a prêté de l'argent. Dans ce cas, vous allez dire, aïe, j'ai un solde débiteur chez la banque. Et les gens, éventuellement, qui se permettent de retirer beaucoup plus que ce qu'ils ont. Dans ce cas, on va dire, ces gens-là, ils ont un solde débiteur. C'est exactement l'exemple de notre trésorerie passif. D'accord? En tout cas, un solde de créditeur d'une banque signifie que vous possédez de l'argent qui vous appartient. Ici, dans le cas de notre société, on a un montant de 90 800. La caisse, elle est alimentée, c'est de l'argent. Là, vous comptez bien les billets de banque. Hein. Vous avez dans le coffre-fort de l'entreprise un montant de 56 800. Bref, le total me donne bien un montant de 1 300 000. Cette photo prise me donne ses valeurs. Je tends quand même une période. Au 31 décembre, regardez ce que je retrouve. Au 31 décembre, je prends mon appareil photo et je prends la photo de la date du 31 décembre. Regardez ce que je trouve. Les capitaux propres sont d'un montant de 1 074 000. Alors qu'avant, on avait des capitaux propres d'un montant de 960 000. Vous vous rappelez? La dette fournisseur, elle était de combien? Elle était de 74 000. Alors que maintenant, elle a augmenté. Elle est de 86 200. Vous savez, les dettes fournisseurs, ou généralement, quand on vous prête, on vous fait confiance. C'est un signal, c'est un clignotant d'une bonne position commerciale sur le marché, comme quoi vous êtes solvable, vous êtes liquide, et donc on peut vous faire confiance et on va vous prêter, on va vous donner des délais de paiement. C'est bien, c'est un bon signal. Ça veut dire que l'entreprise, elle se positionne bien auprès de ses partenaires. Alors, le matériel qui était de 96 000, il passe à 104 600. Le mobilier, je reviens encore une fois, il était de 52 000, il n'a pas changé. Le fonds commercial, il était de 200 000 non plus, il n'a pas changé. J'espère que vous avez vérifié. Les marchandises, elles portaient quelle valeur, les marchandises? Vérifiez s'il vous plaît les valeurs. Le stock des marchandises portait quelle valeur? Vous vérifiez? Eh bien, le stock de marchandises portait une valeur de 465 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce stock à la fin de l'année, il a baissé. Donc, cette baisse exprime, qu'est-ce qu'elle explique? Elle explique que l'entreprise a vendu. Et c'est ce qui va aussi justifier la hausse de la créance client. Regardez, on avait des créances clients de 72 400, alors que maintenant, on est à 102 000. Là, l'entreprise a dû vendre, mais elle n'a pas vendu tout cash. Elle a vendu une partie à crédit. Une partie, elle l'a vendue au comptant, et donc le terme comptant signifie immédiatement. D'accord? Une vente au comptant, c'est une vente immédiate. Et une vente à crédit stipule que vous allez faire apparaître une créance client que vous possédez sur vos clients. Et là, ces créances clients, c'est de l'argent qui vous appartient. Regardez, ces créances clients qui étaient au début de l'année de 72 000, maintenant, ils passent à 102 000. Et c'est ça ce qui pose un problème à certaines sociétés. Parce que quand vous vendez, c'est bien de vendre, mais faut-il vendre au comptant. Si vous vendez à crédit, de l'argent ne rentre pas dans la trésorerie. Et donc, je vends, je fais sortir des stocks, mais là, j'augmente juste les créances clients. La trésorerie ne suit pas. Comment je vais faire pour payer les fournisseurs du passif, les dettes sociales, les dettes fiscales, les salaires, les loyers, etc. J'aurai un sérieux problème. Donc, faites attention. Dans le bilan, en réalité, ce n'est pas qu'un simple tableau. Dans le bilan, là, vous retrouvez la politique commerciale, vous retrouvez la politique d'investissement, vous retrouvez la stratégie de financement. Essayez, s'il vous plaît, de vous détacher de cet apprentissage, malheureusement, par cœur.
Et c'est ce qui me dérange, surtout quand je vois certains étudiants qui viennent, on peut dire, des profils, surtout des étudiants bacheliers en sciences économiques ou techniques comptables. Malheureusement, c'est cet apprentissage par cœur qui ne leur permettent pas d'avoir un peu de recul, d'analyser, de faire parler les chiffres, de comprendre. S'il vous plaît, comprenez le sens, faites parler les chiffres. Je peux vous assurer que vous serez de très, 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 très bons spécialistes en comptabilité si vous prenez un peu de recul, d'accord, et vous prenez quand même un peu le temps d'analyser les chiffres. Donc, prière, s'il vous plaît, de prendre quand même un peu de temps pour voilà, analyser ces informations-là et puis essayer d'interpréter ces différents éléments. Ça va vous être d'une grande utilité pour pouvoir, bien entendu, suivre le reste du programme. Alors, en bas dans la trésorerie, je vois très bien que la trésorerie initiale, elle était, je pense, au début de l'année de quelques 90 000 et quelques. Voilà, 90 800. La caisse, voilà, était au début de 56 800, d'accord? Alors que maintenant, on voit quand même une amélioration de la banque, c'est normal. C'est la conséquence de la vente des marchandises. Et c'est aussi une partie au comptant contre chèque, ce qui va augmenter la banque, d'accord? Et aussi, voilà, merci, c'est Abdrahim Talb. Alors, c'est un plaisir aussi, c'est un plaisir de lire aussi vos messages. Alors, et puis aussi, il y a une partie qui paye comptant. Vous savez, le paiement comptant, c'est soit contre chèque, vous allez voir la banque qui augmente, soit comptant contre billet de banque, vous allez voir la caisse, c'est le coffre-fort, le cash qui va augmenter. Alors, l'essentiel ici pour moi, ça va être d'une grande utilité de comparer justement la valeur des capitaux propres au début de l'année et la valeur des capitaux propres à la fin de l'année. Au début de l'année, vous avez remarqué que nous avons des capitaux propres de 960 000. À la fin de l'année, vous n'avez aucune notion de la notion de résultat. Et vous remarquez que ces capitaux propres sont passés à 1 74 000. Une petite comparaison entre, bien sûr, ces deux valeurs au début de l'année et à la fin de l'année. Je vois très bien que le capital a augmenté ou les capitaux propres ont augmenté. De combien? De 114 000. Cette augmentation appartient à qui? Ben, elle appartient aux actionnaires. Donc, quelque part, je dois améliorer la situation des actionnaires dans le bilan. C'est pour cela que vous verrez que la valeur totale des capitaux propres est de 114 000 dirhams. Pour le moment, je ne fais que vous montrer, on va dire, un petit benchmark. Un benchmark, c'est une comparaison. Donc, dire que je fais du benchmarking, c'est une comparaison. Donc, je compare, d'accord, le montant des capitaux propres de début de l'année avec le montant des capitaux propres de fin d'année. On remarque qu'il y a une augmentation des capitaux propres d'un montant de 114 000. C'est de la richesse de plus. Donc, les actionnaires, il faut qu'ils se frottent les mains. C'est de l'argent qui arrive, super, magnifique. Et donc, l'affaire, elle marche. Ils vont dire que nous avons dégagé quand même une valeur positive. C'est l'affaire qui marche et les bénéficiaires. Comment, dans ce cas, mettre en évidence ces bénéfices? Est-ce qu'on va garder toujours les capitaux propres pour ce montant de 1 74 000 et quelques? Vous êtes obligé, d'après la loi sur la comptabilité porte l'appellation le CNGC, c'est-à-dire le Code général de normalisation comptable. Pour le moment, retenez juste l'appellation. Donc, d'après le Code général de normalisation comptable, d'accord? Eh bien, vous n'avez pas le droit de mélanger le capital social avec ce que vous dégagez comme bénéfice. Pour quelle raison? Parce que le capital social, c'est l'apport des associés. Mais ce qu'on a malheureusement oublié de vous le dire dans les cours de comptabilité, malheureusement, c'est que le capital social, c'est la responsabilité juridique des actionnaires. C'est ce qu'on appelle en arabe le مسؤولية القانونية للمساهمين. Si vous avez démarré un projet avec un capital d'1 million de dirhams, c'est-à-dire 100 millions de centimes, faites très attention, si l'affaire ne marche pas, eh bien, vous serez responsable, par exemple, si vous choisissez la forme SARL, Société à responsabilité limitée, eh bien, si vous choisissez la forme juridique SARL de votre société, vous serez responsable jusqu'à 1 million de dirhams de dette. Faites très attention, on ne joue pas avec les chiffres. Il faut savoir ce que vous faites.
Vous êtes un bon manager, très bien, vous êtes un ingénieur, tabarakallah, le côté technique, vous le maîtrisez, mais vous devrez aussi avoir quand même un minimum de formation droit. Vous devrez vous conseiller. Votre notaire, votre expert comptable, ils sont censés vous dire, voilà, attention, le capital social, vous le ramenez pour démarrer, mais une fois démarré, ce petit montant que vous allez inscrire en haut dans les capitaux propres, il a quelque chose, il a une signification très importante. C'est votre responsabilité juridique. Faites attention, si l'affaire ne marche pas, eh bien, l'ensemble des créanciers, c'est-à-dire tous ces partenaires qui vous ont fait confiance, le faut que le floss qui vous ont fait confiance, ils vont se retourner contre vous, ils sont dans le droit d'exiger le remboursement jusqu'à hauteur de votre capital. Et donc, faites attention, hein, on monte des projets. Ce n'est pas pour vous dissuader, mais c'est pour quand même que vous puissiez prendre pleinement vos engagements et faire attention à ce que vous faites. La maîtrise de l'entrepreneuriat, c'est bien, mais aussi quand même un minimum de bagage et de savoir en droit, parce que vous créez quand même une personne morale. Il y a des statuts, il y a des règlements intérieurs que vous devrez respecter. Vous avez des relations juridiques à respecter vis-à-vis des partenaires, la direction des impôts, le tribunal de commerce, etc. Et donc, il faut bien sûr respecter les engagements vis-à-vis de tous ces partenaires, les fournisseurs, les banquiers, et ainsi de suite. Donc, vous n'avez en aucun cas, d'après le CGNC, le droit de mélanger le capital social avec les bénéfices. Vous devrez les séparer. On va vous montrer, d'accord, la séparation dans un deuxième exercice. Ce sera aussi une belle occasion pour diversifier un petit peu les exercices d'application. Donc, soit une entreprise, regardez, qui démarre l'année, au début de l'année, avec un total bilan de 900 000, composé d'un matériel de 200 000, d'un mobilier de 100 000, des stocks de marchandises d'une valeur de 400 000 dirhams, des créances clients de 40 000 et de caisse. Elle n'a pas de compte bancaire. C'est un peu spécial, mais c'est juste un exercice pédagogique. Elle a juste un coffre-fort alimenté de 160 000 millions de billets de banque dans le coffre. Du côté passif, elle démarre l'année avec des capitaux propres de 800 000. Vous les assimilez à un capital social. Et elle a une dette fournisseur d'une somme de 100 000 dirhams. Mémorisez, s'il vous plaît, ces chiffres. On en aura besoin. Parce que je vais vous donner la situation à la fin de l'année et vous devrez présenter votre bilan. Vous devrez l'analyser. À la fin de l'année, voilà les nouvelles valeurs. Les marchandises, ils valent 340 000, alors qu'au début de l'année, ils étaient à 400 000. Les clients valent 80 000, alors qu'au début de l'année, ils étaient à 40 000. Regardez les marchandises au début 400 000, maintenant 340 000, ils ont baissé de 60 000. Ben, c'est normal parce que les ventes vont entraîner une baisse au niveau des stocks. Les créances clients s'apprécient. Ils étaient au début, voilà, de 40 000, maintenant ils sont de 80 000. Ça veut dire que l'entreprise a dû vendre à crédit. Le montant dans le coffre, il était au début de l'année de combien? Il était de 160 000. Maintenant, il est de 200 000. On voit très bien que, voilà, on a mis de l'argent cash dans le coffre. Alors que les fournisseurs de l'entreprise ont accordé à l'entreprise au total, à la fin de l'année, 110 000 dirhams de crédit fournisseur. Mais au début de l'année, on avait une dette fournisseur de 100 000. Ça veut dire qu'on a amélioré le degré de confiance commerciale de 10 000 dirhams. Les autres valeurs du matériel mobilier n'ont pas changé. Il n'y a pas eu d'apport nouveau de capitaux, il n'y a pas de retrait, parce que le capital, on peut le changer, on peut l'augmenter comme on peut le diminuer. Il n'y a pas de souci, peut-être pour, Inch'Allah, d'autres sessions de comptabilité. Pourquoi pas? Si l'aventure continue, on va passer à des niveaux de comptabilité plus avancés, d'augmentation, diminution de capital, les opérations sur capital et ainsi de suite. Établir le bilan au 31 décembre. Alors, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse. Ceux qui veulent peut-être avoir le document papier, etc., il y a mes 2 livres de comptabilité. Un livre de comptabilité générale. C'est dommage, j'avais oublié de screener l'image, mais Inch'Allah, dans la prochaine séance. Il y a aussi le livre de comptabilité société pour un niveau de comptabilité plus poussé. Ils sont disponibles dans les librairies papeterie et c'est un cours très facile, accessible à tout le monde sans exception. Donc, on va établir le bilan au 31 décembre en tenant compte de ces modifications. Regardez ces éléments-là, regardez ce qui va se passer.
On inscrit l'ensemble des valeurs. On a repris la valeur, bien sûr, la même valeur du matériel du mobilier, elle ne change pas. Regardez, la couleur, elle est noire. J'ai mis en rouge, en couleur rouge, toutes les valeurs qui ont été modifiées à la fin de l'année. Les marchandises, on avait dit, portent une valeur à la fin de l'année de 340 000. Les clients, une valeur de 80 000. La caisse pour 200 000. Regardez, le stock de marchandises, les créances clients et la caisse, ces valeurs-là ont changé par rapport au début de l'année. Mais au total, le total bilan, c'est-à-dire le total actif, il est de 920 000. On ne nous a pas donné d'indication sur les capitaux. C'est une donnée, mais je dois chercher, je pourrais chercher facilement. Les fournisseurs, regardez, sont passés de 100 000 à 110 000. Et comme le bilan doit être équilibré, je vous rappelle les conditions pour établir un bilan. C'est une image fidèle à la date. On a bien la date à la fin de l'année. Elle permet de séparer les emplois et les ressources. Et il y a bien la troisième condition, la notion d'équilibre de bilan. Elle est obligatoire. Vous savez, un bilan déséquilibré d'un seul centime, c'est un bilan faux. Il ne pourra pas être retenu par le fisc pour des contraintes de déclaration fiscale. Même les systèmes d'information ne permettent pas d'établir un bilan. C'est déséquilibré. C'est l'équilibre automatique. Il faut chercher où se trouve l'anomalie. Donc, le total passif sera le même que le total actif. Regardez, 920 000, de même ici dans le passif. Donc, je pourrais retrouver facilement la valeur des capitaux propres en faisant la différence entre le total passif 920 000 et les 110 000 de dettes fournisseurs. Alors, en faisant la différence, regardez, je trouve bien des capitaux propres d'un montant de 810 000. Or, au début de l'année, on avait un capital, des capitaux propres de combien? On avait des capitaux propres de 800 000. À la fin de l'année, on avait des capitaux propres de combien? De 810 000. Soit une appréciation de combien? C'est une appréciation de 10 000. Ce résultat-là, c'est un résultat bénéficiaire. Alors, il trouve son origine où? Il trouve son origine dans l'augmentation des emplois, c'est-à-dire du patrimoine possédé par l'entreprise, par rapport aux ressources, c'est-à-dire par rapport aux dettes, on appelle les choses telles qu'elles sont, le passif c'est les dettes, par rapport au passif, c'est-à-dire par rapport aux dettes de l'entreprise. Et donc, c'est comme si vous situez l'entreprise en arrêt d'activité. Cette affaire-là, tout de suite, si elle arrête, vous allez liquider tout le patrimoine, vous allez vendre les immobilisations, le matériel, les stocks, vous allez demander gentiment au client de payer, ajouter le pactole à ce que vous avez au niveau de la trésorerie, et vous allez donc avoir 810 000. Si vous payez finalement les actionnaires, vous payez les dettes fournisseurs, les autres dettes, il vous restera un résultat bénéficiaire de 10 000 dirhams. La notion de résultat dans ce cas, c'est comme si c'est une notion qui va simuler un arrêt d'activité et vous dites stop, allez, si j'arrête l'activité maintenant, je vais pouvoir gagner combien? Eh bien, vous allez pouvoir gagner 10 000. Bien sûr, je simule, parce que là, en réalité, quand on monte des projets, l'objectif, c'est d'assurer la pérennité d'une entreprise. On ne peut pas s'amuser comme ça à ouvrir comme ça des projets et à décider de les fermer du jour au lendemain. L'objectif, c'est de pérenniser, de durabiliser le projet, donc finalement de générer des bénéfices, un chiffre d'affaires continu dans le temps. Alors, ce résultat de 10 000, je ne peux pas le mélanger au capital social, je dois le mettre juste au-dessous du capital social, vous pouvez les appeler capitaux propres et regardez où placer le résultat. Dorénavant, s'il vous plaît, le résultat, vous le placez toujours juste au-dessous du capital social ou vous les appelez capitaux propres. Regardez, on a bien 10 000, c'est bien marqué en rouge. Donc, la première leçon d'aujourd'hui, c'est qu'une entreprise, en exerçant, en réalisant l'activité principale, alors chaque jour jusqu'à le moment où elle va décider d'établir son bilan, elle va remarquer qu'il y a un décalage entre l'actif et le passif, c'est-à-dire un décalage entre la richesse possédée et les dettes à payer. Ce décalage, s'il est positif, c'est-à-dire si l'actif est supérieur au passif, eh bien, vous allez avoir un résultat bénéficiaire. Où mettre ce résultat? Je ne vais pas quand même le mettre à côté des dettes fournisseurs, parce que les actionnaires, eux, leur place est ici, c'est juste à côté des capitaux propres. Je ne vais pas non plus le mettre si j'avais des dettes à long moyen terme ici, je ne vais pas mettre le résultat après les dettes à long moyen terme. Non, je vais les mettre juste au-dessous des capitaux propres de l'entreprise. Le bilan, dans ce cas, traduit l'égalité toujours fondamentale. L'actif de l'entreprise, c'est l'ensemble, bien sûr,
l'actif est égal au passif, et le passif, c'est le capital plus les bénéfices plus le reste du passif. Et donc, le bénéfice, c'est l'actif moins le passif. Passons maintenant aux pertes. Maintenant, les choses vont s'accélérer. C'est très facile. Si l'activité n'est pas rentable, si le marché n'est pas porteur, si c'est une mauvaise conjoncture comme on est en train de le vivre, cette crise sanitaire, et certainement elle a entraîné un impact malheureusement très méchant sur le plan économique, donc elle a entraîné une crise économique. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'activité, l'actif va se déprécier, l'actif sera malheureusement inférieur au passif, c'est ce qui va faire perdre de la richesse aux actionnaires et c'est malheureusement ce qui va générer un résultat déficitaire, qui va diminuer les capitaux propres. Regardez, on va comparer là aussi deux bilans. Un bilan au début de l'année, voilà une entreprise avec un total bilan de 1 156 000. Elle a des capitaux propres d'un montant de 1 million de dirhams. Mémorisez s'il vous plaît les chiffres. On va prendre la même image, c'est-à-dire la même photo à la fin de l'année. Et on va comparer les capitaux propres. Regardez, les capitaux propres, ils sont de 1 million et un total bilan de 1 156 000. À la fin de l'année, on a un total bilan de 1 122 000. Déjà, une petite comparaison par rapport à la situation initiale. La situation initiale, elle était de 1 156 000. Maintenant, à la fin de l'année, 1 122 000. C'est une mauvaise nouvelle. Vous avez une baisse de l'actif, c'est-à-dire une baisse de votre patrimoine. Deuxième nouvelle qui dérange, les capitaux propres au début de l'année valaient 1 million de dirhams, alors qu'à la fin de l'année, malheureusement, vous avez 960 000. Alors, les actionnaires, ils ont perdu quelque chose. Au départ, leur place dans le bilan était de 1 million, maintenant leur place ne vaut que 960 000. C'est quand même une perte de combien? C'est facile. C'est 960 000 le montant final, moins 1 million le montant initial, donc c'est une perte de 40 000. Quand je dis déjà perte, ce n'est pas la peine de dire une perte égale à moins 40 000. Déjà, le terme perte signifie que c'est un signe négatif. Comme ça, vous comprenez quand, par exemple, un certain commentaire, soit vos profs, soit des professionnels, quand ils vous disent une perte d'un montant de 40 000, ce n'est pas la peine de dire non, non, c'est moins 40 000. Non, déjà, la perte signifie que le signe est négatif. Et quand je dis un bénéfice, ce n'est pas la peine de dire, par exemple, un bénéfice de 160 000, c'est de plus 160 000, le signe positif étant déjà intégré dans le mot bénéfice. Essayons dans ce cas, regardez, la perte elle est de 40 000, il faut donc la mettre en valeur, cette perte de 40 000. Elle va se trouver où? Vous allez voir que c'est la même place tout à l'heure du résultat bénéficiaire. Voilà. Alors, on va mettre en évidence, excusez-moi, le bilan, la perte dans le bilan, soit aussi un autre bilan, c'est aussi un autre exercice avec un total de 420 000, total bilan, composé de mobilier de 60 000, de marchandises de 310 000 et de montants, fonds en caisse de 50 000. Alors, les capitaux propres de départ sont de 400 000 et les dettes fournisseurs de 20 000. Vous pouvez toujours prendre une feuille pour rédiger justement et noter les éléments essentiels. D'accord? Alors, on va vous donner la situation à la fin de l'année. À la fin de l'année, les stocks sont évalués à 250 000, alors qu'au début de l'année, ils étaient de combien? De 310 000. La caisse, elle était alimentée de 50 000. Maintenant, elle est 70 000, ça va. C'est une augmentation de 20 000. Mais les stocks, ne l'oubliez pas, au début de l'année, ils étaient de 310 000. Maintenant, ils sont de 250 000. C'est une baisse quand même importante. La dette fournisseur, elle est de 10 000, alors qu'au début de l'année, elle était de combien la dette fournisseur? De 20 000. Ça veut dire que vous avez remboursé une partie de la dette fournisseur. Les autres postes du bilan, ils n'ont pas changé. On vous demande d'établir le bilan à la fin de l'année. Faites vos calculs pour vérifier ce qui va changer et justement la dépréciation de la situation patrimoniale de l'entreprise. Juste un petit moment pour faire les calculs.
Alors, vous avez fait vos calculs, regardez. Le bilan à la fin de l'année, en rouge, c'est toutes les valeurs qui changent. Le mobilier n'a pas changé, il a gardé sa valeur 60 000. Les marchandises pour un montant de 250 000, alors qu'au début de l'année, ils étaient de 310 000. La caisse, elle était de 50 000, elle augmente de 70 000, mais malheureusement, le bilan, il a chuté. Au départ, il était d'un total de combien total bilan? Je retourne marche arrière. Il était de 420 000. Maintenant, nous avons un bilan total bilan de uniquement 380 000. 420 000 qui chute à 380 000, on voit très bien une baisse de 40 000 dirhams, si je ne me trompe pas. Les dettes fournisseurs qui étaient au départ de 20 000, eh bien, ils ont baissé. Pourquoi? Ça signifie que l'entreprise a remboursé une partie. Et on va devoir calculer la valeur des capitaux propres. Forcément, d'un total bilan de 420 000 à un total de 320 000, il y aura une baisse de la situation patrimoniale. Regardez, la différence entre l'actif et le passif. On avait un total actif de, si vous cumulez 60 000, 250 000, 70 000, moins la valeur de la dette fournisseur, donc les capitaux propres sont de 370 000. Alors qu'au début de l'année, les capitaux propres, ils étaient de 40 000 dirhams. Pardon, 400 000 dirhams. Les 400 000 dirhams ont chuté à 370 000, ce qui va provoquer, d'accord, une baisse patrimoniale. Donc, c'est une perte de 30 000. Alors, tout à l'heure, quand j'avais dit que le bilan était d'un total de 420 000 qu'il a chuté à 380 000, donc la situation patrimoniale au total a chuté de 40 000. Et parce que les dettes fournisseurs, vous les avez remboursées partiellement de 10 000, donc c'est normal que votre baisse de patrimoine, elle a été légèrement amortie grâce au remboursement d'une partie de la dette. C'est ce qui fait que votre perte sèche, elle est uniquement de 30 000 au lieu de 40 000 dirhams. Bien, cette perte de 30 000, il faut la montrer à l'intérieur du bilan, d'accord? Alors, pour le moment, tant qu'on n'a pas encore vu la notion de solde de compte, etc., vous avez la possibilité de montrer la perte avec un signe négatif sans problème. Il n'y a aucun souci. Mettez le signe de la perte avec moins, d'accord? Et voilà, quand j'affiche le bilan à la fin de l'année, en faisant bien sûr soin de séparer, prenant soin de séparer le capital social ou les capitaux propres qui ne changent pas. Vous direz, madame, allez, le montant total des capitaux propres, il a chuté à la fin de l'année 370 000. Donc, il faut que je mette quelque part le capital avec 370 000. Non, le capital ou l'apport des associés, eux, ils n'ont pas changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est la situation nette des actionnaires. Ils ne possèdent plus 300, plutôt les 400 000 sur la société. Ils possèdent uniquement 370 000. Et donc, la valeur du capital social, qui, elle, tout à l'heure, je vous ai dit, elle exprime la responsabilité juridique des actionnaires. Cette situation nette, elle, doit bien séparer la valeur du capital social qui ne bouge pas, sauf si vous décidez de l'augmenter ou de le baisser. Là, on est dans un chapitre qui ne concerne pas la variation du bilan, du capital. On est dans un chapitre uniquement pour faire apparaître la notion de résultat. Et donc, c'est tout à fait normal que je dois bien distinguer le capital social qui ne change pas. Je vais le faire apparaître pour sa valeur de 400 000, de la valeur de la perte, elle, regardez, c'est le résultat. Et je vais mettre entre parenthèses perte pour des raisons pédagogiques, juste pour vous simplifier pour le moment, d'accord? Alors, et le résultat va figurer pour une valeur de moins 30 000 dirhams. Pour le moment, je vous ai dit, on va utiliser le signe arithmétique, d'accord? Et par la suite, quand on va passer au solde, je vais vous montrer comment enlever ce signe arithmétique de votre, bien sûr, bilan comptable. Regardez la comparaison entre la situation nette au début de l'année et à la fin de l'année. Au début de l'année, on avait dit, on avait un total de 400, total bilan de 420 000. Malheureusement, à la fin de l'année, on a un total bilan de 380 000, une baisse quand même notable de 40 000 dirhams, mais qui est amortie par la baisse, le remboursement d'une fraction de la dette fournisseur. Les dettes fournisseurs ont été de 20 000 dirhams au début de l'année. À la fin de l'année, ils chutent à 10 000. Tant mieux, on a remboursé une partie des dettes, mais malheureusement, nous gardons toujours la valeur du résultat, un résultat déficitaire
de 30 000 dirhams. Si vous comparez 380 000 moins 400 000 moins 10 000, vous allez avoir moins 30 000 dirhams. Voilà, sur ce, je viens de finir donc cette 5e séance. Cette séance de comptabilité générale. On se donnera, Inch'Allah, rendez-vous la semaine prochaine avec la notion de compte. C'est-à-dire que là, le fait d'attendre la fin de l'année pour comparer toujours des situations entre le début de l'année et la fin de l'année, c'est une opération qui va malheureusement poser un sérieux problème. Vous ne pourrez pas toujours croiser les bras en attendant la fin de l'année pour pouvoir prendre votre photo et puis essayer de comparer, de faire des variations. C'est impossible. Pédagogiquement parlant, on peut se livrer à cet exercice en classe ou peut-être dans une classe virtuelle, il n'y a aucun souci. Mais réellement, il faut enregistrer les opérations quotidiennes parce qu'on a besoin de faire des vérifications, on a besoin de faire des contrôles, on a besoin de classer les factures. Donc, le service comptabilité ne doit pas attendre la fin de l'année. C'est une folie d'attendre la fin de l'année pour enregistrer des milliers de factures. Il faut que le service de comptabilité générale ou le service financier suive ces opérations au quotidien. C'est-à-dire, il faut que la loi comptable dote le système de comptabilité de l'entreprise d'un outil lui facilitant la tâche de l'enregistrement quotidien. Et c'est normal dans ce cas que je dois éclater chaque composante du bilan, ce fameux bilan sur lequel nous avons travaillé durant les 2 dernières séances, nous allons éclater chaque composante du bilan en un petit document comptable qu'on appellera le compte. C'est-à-dire que là, je pourrai, sur la base des comptes, enregistrer tous les mouvements du mois de janvier au mois de décembre, établir les soldes quand je veux, reporter ces soldes-là au bilan et donc établir un bilan quand je veux. Avec les systèmes d'information, vous pouvez même établir un bilan après chaque opération. Ça, c'est extraordinaire. Vous imaginez un bilan après chaque opération, mais c'est magnifique. C'est vrai que ça n'a pas de sens, un bilan après chaque opération, mais au moins un bilan mensuel, c'est bien. Ça va vous faire quand même faciliter la tâche en matière d'arrêté annuel. Et comme ça, toutes les vérifications, les anomalies vont être corrigées mois par mois. Et c'est grâce justement à quoi? Grâce à ce deuxième document comptable, le compte, et justement nous allons voir la semaine prochaine, elle est très très importante la séance la semaine prochaine, on est en train de regarder, d'évoluer dans l'apprentissage, on est en train d'ajouter des choses, on est en train de compléter le tableau de système comptable de l'entreprise avec des documents comptables au fur et à mesure, comme ça va aider les personnes à suivre avec moi le cours de comptabilité et donc à suivre la progression pédagogique du cours de comptabilité. Et vous comprendrez maintenant ces différentes variations du bilan et ce fameux résultat, justement, comment l'enregistrer, comment montrer un résultat au fur et à mesure. Qu'est-ce qui pourrait expliquer la notion de résultat? Est-ce que toutes les opérations réalisées par une entreprise, est-ce qu'elles créent un résultat? Il y a des opérations, on verra, qui génèrent un résultat. Il y a des opérations qui ne génèrent pas de résultat. Vous allez voir, il y aura un impact sur le fonctionnement des comptes d'actifs, sur le fonctionnement des comptes de passifs. Je vais vous montrer un jeu très simple qui va vous aider à mémoriser, mais d'une manière comme pas possible, le jeu de fonctionnement des comptes. Vous n'êtes même pas obligé d'apprendre par cœur. Je vous le dis encore une fois, s'il vous plaît, travaillez. L'intelligence là que vous avez, ce n'est pas la peine d'apprendre par cœur. Je vous le déconseille. S'il vous plaît, comprenez encore une fois ce que vous êtes en train de faire, comprenez le sens des choses, prenez un peu de recul pour faire parler les chiffres que vous avez. Je peux vous assurer que vous serez, Inch'Allah, de très très bons financiers. Je vous souhaite, chers étudiants, chers professeurs, chers doctorants, les participants, ceux qui suivent ce cours, une excellente fin de semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous, fi amanillah wa hifdih, et à la séance prochaine, Inch'Allah, rendez-vous mardi prochain à la même heure. Allez, à bientôt.